Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de la psychologie individuelle, une approche fondée par Alfred Adler, qui a révolutionné notre manière de comprendre l'humain. En 1902, Adler commença à fréquenter les réunions du mercredi avec Freud, et en 1911, il participa à la fondation de la Société psychanalytique de Vienne. Cependant, ses divergences avec Freud l'ont amené à fonder sa propre école, la Société de psychologie individuelle. Bonjour à toutes et à tous. Fondateur de la psychologie individuelle, Alfred Adler participa aux réunions du mercredi chez Freud dès 1902 et à la fondation de la Société psychanalytique de Vienne jusqu'en 1911. Avec d'autres collègues, il décida ensuite d'organiser une nouvelle société appelée Association pour la libre recherche en psychanalyse. Mais suite à l'interdiction de Freud d'utiliser le terme psychanalyse, il la nomma Société de psychologie individuelle, afin de poursuivre ses propres recherches en privilégiant un axe psychothérapeutique, philosophique, psychosomatique et relationnel. La psychologie d'Alfred Adler, dans l'analyse du comportement de l'être humain sous ses aspects normaux et pathologiques, a mis en lumière les principes fondamentaux de l'unité de la personne. Le style de vie, la finalité qui régit la conduite de l'individu et le sens de la communauté ou sentiment d'appartenance. Le travail d'Adler a souligné l'importance de nourrir les sentiments d'appartenance et de valorisation. Il a promu l'égalité, les droits civiques, le respect mutuel et l'avancement de la démocratie comme des valeurs fondamentales. Il a été l'un des premiers praticiens à proposer des thérapies de groupe et familiales et à considérer l'école publique comme un moyen d'aborder les problématiques de santé d'une communauté. Il a été parmi les premiers à écrire sur les déterminants sociaux de la santé et de la santé mentale. Aujourd'hui, ces concepts et ces points de vue déterminent les valeurs, le travail et les missions de l'Institut Alfred Adler de Paris. L'Institut Alfred Adler de Paris s'est donné pour mission de favoriser le développement de la psychologie adlérienne et le rayonnement de la pensée d'Adler, en encourageant la recherche, la multidisciplinarité et l'internationalité, tout en diffusant le savoir sur les territoires francophones, en organisant la formation et en fédérant les professionnels adlériens. Adler vit sans doute chez l'être humain un désir de maîtriser, de changer, de grandir, de triompher. On est à l'opposé de la volonté de puissance de Nietzsche avec son désir de dominer les autres. Adler clarifia sa version dans ses analyses sur la supériorité et l'infériorité, deux autres termes qui, à l'instar de pouvoir, n'ont pas tout à fait le même sens dans son esprit et dans le langage actuel. Selon lui, chez tout individu, c'était l'interprétation de la situation de supériorité, acquisition d'une maîtrise ou excellence, ou d'infériorité, conscience des faiblesses ou lacunes, qui en déterminait la valeur pour motiver un comportement. Sa théorie préconise que les gens ne se contentent pas simplement d'atteindre un niveau tout juste positif de contribution. Ils préfèrent le dépasser, ne serait-ce que d'une faible mesure. D'un point de vue mentalement équilibré, reconnaître ses lacunes ou ses infériorités exercera une force positive pour s'orienter de manière constructive vers un niveau donné d'excellence ou de supériorité. En fait, Adler était convaincu que les progrès de l'humanité avaient toujours été conditionnés par cette force. En revanche, si une personne se trompe sur la façon d'atteindre un état positif, donc en incohérence avec la prise de conscience de ses lacunes, cela pourrait susciter un complexe d'infériorité, le conduisant soit à se retirer complètement des responsabilités sociétales, soit au contraire à rechercher la domination d'autrui. Ce genre d'individu ne fonctionnerait pas en s'appuyant sur un véritable sens de la vie selon Adler. Son style de vie reposerait sur ce que le psychologue appelait une intelligence privée. Or, celle-ci ne peut être partagée avec d'autres, ni leur être bénéfique, puisqu'elle ne s'intéresse à aucune forme de coopération ou de préoccupation extérieure. Tandis qu'Adler avertissait ses étudiants de veiller à éviter les appréciations trop hâtives,
sur les motivations cachées d'autrui, il notait aussi que, quels que soient les buts, on peut trouver un facteur commun, une tentative de ressembler à Dieu. Dans les anciennes disciplines religieuses apparaît le même objectif. Les disciples devaient s'instruire pour être à l'image de Dieu. Adler reconnut néanmoins que certaines personnes prennent une mauvaise direction en interprétant la ressemblance divine. Les aliénés expriment souvent très ouvertement leur objectif de supériorité à l'image de Dieu. Ils espèrent être le centre de l'attention mondiale, tenir le devant de la scène. Ces individus interprètent le but de la ressemblance divine comme une quête de pouvoir pour eux-mêmes, mais pas pour servir les autres, les aider ou leur faire plaisir. La volonté humaine de transformer des faiblesses en atouts, qu'elles se soient manifestées de manière constructive ou non, est pour Adler directement associée à un désir inné d'être à l'image de Dieu. Il précise : dans une certaine mesure, nous sommes tous pris par cette signification. Dieu est la ressemblance divine. Même les athées souhaitent vaincre Dieu, s'élever au-dessus de Dieu. Ces efforts de ressemblance divine, une fois appliqués aux trois principaux domaines du sens de la vie, travail, relations sociales et amour, peuvent produire des quantités d'objectifs. Cependant, tant que ce comportement l'aide à atteindre les buts choisis, il perdurera. Adler soutenait que pour qu'un comportement puisse changer, il faut que la personne soit convaincue qu'elle s'est trompée dans son choix d'objectif. Entre autres concepts, cette insistance à aider les patients à modifier leurs croyances et leur façon de penser afin de changer de comportement et de surmonter des difficultés vaudra à Adler d'être cité comme le précurseur des thérapeutes cognitifs. Parmi les traitements modernes, les thérapies cognitivo-comportementales sont les plus courantes. On peut constater des similitudes entre la théorie adlérienne et les approches modernes des thérapies cognitivo-comportementales, notamment dans des concepts tels que les schémas sous-jacents du patient, le style de vie d'Adler et l'accent sur l'instauration d'une relation thérapeutique en coopération et collaboration, permettant d'encourager le changement. Les fondateurs de certains modèles de thérapie cognitivo-comportementale, comme Aaron Beck et Albert Ellis, reconnurent l'influence d'Adler. Même s'il est difficile d'évaluer totalement son rayonnement, de nombreux principes fondamentaux de son approche peuvent être retrouvés dans la théorie de l'attachement, le mouvement de la psychologie positive ou les études sur les traumatismes et la résilience. En 1987, Carl Rogers, dont l'approche thérapeutique centrée sur la personne révèle l'ascendant d'Adler à plusieurs titres, relata à son collègue psychologue Heinz Ansbacher ses contacts avec Adler pendant son internat new-yorkais. « J'ai été déstabilisé par la manière très directe et faussement simple qu'avait le docteur Adler de se lier immédiatement à l'enfant et aux parents. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser combien j'avais appris de lui. » Frankl reconnaîtra également l'influence marquante du psychanalyste, de même que Rollo May, qui, tout comme Frankl, avait étudié avec Adler à Vienne. Apparemment, Adler ne cherchait pas la reconnaissance, si l'on en croit sa biographe. En effet, Phyllis Bottom mentionne une conversation qui eut lieu peu de temps avant le décès prématuré du médecin. Un ami exprimait son regret de voir tant d'anciens collègues d'Adler lui témoigner si peu d'estime. Or, celui-ci le démentit sans brusquerie. « J'ai toujours été adoré de mes ennemis. Il est vrai que quand ils ne rejetaient pas mes idées, ils s'enfuyaient avec elles en revendiquant la paternité. C'est pour cette raison qu'ils les diffuseront d'autant plus volontiers. Je crois avoir fait quelques découvertes, mais qu'elles soient sous le nom d'Adler ou non, je n'en ai rien à faire. J'estime cependant que ces découvertes sont exactes et que par conséquent, elles seront d'une utilité durable pour l'humanité. Et c'est ce qui me réjouit. En fait,
fait, il vaudrait mieux appeler certaines de ces découvertes des redécouvertes, donc ne pas les lui attribuer du tout. Comme il le signalait dans Le sens de la vie, étude de psychologie individuelle, on trouve déjà des études poussées sur la nature et la personnalité humaine dans des textes de l'Antiquité qui montrent que comprendre l'individu impliquait de ne pas le considérer comme un îlot indépendant de ses connexions interpersonnelles. Étant donné les racines judéo-chrétiennes d'Adler, on ne peut s'étonner qu'il cite la Bible parmi ses textes anciens, compte tenu de son intérêt particulier pour l'amour du prochain en tant que loi pour l'humanité. Selon les fondements de la foi judéo-chrétienne, l'intégralité de la loi destinée aux hommes peut être ramenée à deux principes. Aimer Dieu et aimer son prochain, voire l'encadrer en regard la relation humaine dans la Bible, aime ton prochain. Adler se consacra principalement au second point, mais certains de ses écrits indiquent clairement qu'il attribuait aussi une valeur non négligeable au premier. Non seulement il fit référence aux efforts des hommes pour ressembler à Dieu, mais il regretta également que Dieu soit devenu un concept amoindri, réduit à de simples forces de la nature. D'après lui, la psychologie individuelle pouvait voir dans cette compréhension mécaniste dépourvue de but une simple illusion, la rapprochant ainsi des approches psychologiques qui résument l'humanité à un ensemble de pulsions. Néanmoins, Adler ne sous-estimait pas les difficultés que la religion présente pour la méthodologie scientifique. Si la conception matérialiste de la vie manque de direction, la conception religieuse, elle, en avance sur la conception matérialiste, semble manquer d'infrastructure causale. La notion de Dieu ne peut pas se prouver d'une façon scientifique. Elle est un postulat et un cadeau de la foi. Selon la théorie d'Adler, plus cette foi est concrète, plus les gens réussissent dans leurs efforts visant à triompher des difficultés et à enrichir la vie des autres. On peut s'étonner qu'Adler ait exprimé cette tendance à accréditer des principes religieux, en particulier si l'on tient compte du fait qu'une fois adultes, ces enfants qualifieront leur famille d'athée. Cependant, d'après ses observations, la résistance anti-religieuse venait des pratiques peu scrupuleuses et pas si rares, qui en étaient faites davantage que de la religion elle-même. C'est pourquoi il ne souhaitait pas la supplanter par sa psychologie. Il faut que la psychologie individuelle se contente d'appliquer sa science là où les religions ont perdu leur influence, afin de protéger et de stimuler le bien sacré de l'humanité. Écrivait-il en 1933 dans Religion et psychologie individuelle comparée, un ouvrage dont le ministre luthérien Ernst Jahn était le co-auteur. Je voudrais dire à quel point me semble importante la remarque de Jahn lorsqu'il rappelle que la psychologie individuelle comparée a déterré bien des positions ensevelies de la charge d'âme chrétienne. Je me suis toujours efforcé de démontrer que la psychologie individuelle comparée est l'héritière de tous les grands mouvements spirituels de l'humanité, qui visent le bien de la société. Malgré ce noble objectif, la théorie d'Adler n'échappera pas à son lot d'adversaires et de critiques. Certains soulevèrent, par exemple, des problèmes liés à une base trop imprécise pour définir le degré Gemeinschaftsgefühl correspondant à la santé mentale. D'autres virent d'inquiétantes connotations dans l'influence des valeurs conformistes d'Adler sur sa psychologie, comme dans sa conclusion que la monogamie est l'approche du mariage la plus socialement responsable et que le sexe ne devrait pas précéder l'engagement conjugal. Bien sûr, la pensée adlérienne évolua au fil des décennies, mais sa pratique courante a encore besoin d'être actualisée, selon certains. Les défenseurs de la théorie adlérienne renvoient néanmoins à ces valeurs implicites pour expliquer l'attrait qu'elles suscitent chez eux en tant qu'approche du changement dans le comportement humain. Or, elles ne sont pas nouvelles, ces valeurs selon lesquelles chacun de nous est tenu d'encourager les autres, de les aider et de leur être utile en vertu de la loi du « aime ton prochain ». Et chacun de nous est capable d'opérer les changements nécessaires dans sa vie afin d'assumer cette responsabilité.
Ces valeurs font partie de l'éthique judéo-chrétienne depuis des millénaires. Toutefois, elles n'ont pas été appliquées assez largement pour apporter les transformations de la société qu'Adler envisageait. Comme toute grande théorie, celle d'Adler n'a pas échappé aux critiques. Certains ont pointé l'imprécision de ses concepts ou la présence de valeurs conformistes dans ses idées, comme sa vision du mariage monogame. Pourtant, ces principes ne sont pas nouveaux. Ils s'inspirent de l'éthique judéo-chrétienne, qui valorise l'amour du prochain et la responsabilité collective. Ces valeurs ont façonné l'approche d'Adler pour la transformation de la société. Adler, même après des décennies, continue d'influencer les psychologues modernes, et ses principes restent pertinents dans notre quête de sens. La psychologie individuelle d'Adler, malgré ses défis, nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes, à nourrir les autres et à nous aider mutuellement dans ce voyage commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous de la connaissance de l'homme selon Adler? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et m'encourager à continuer. À très bientôt pour un nouveau podcast sur le sens de la vie.